Et salut Max, on se retrouve après la vidéo qu'on a fait en se demandant si ce duel Van Der Poel-Van Aert allait tenir ses promesses. Et du coup, tu m'avais convaincu, pas qu'il allait tenir ses promesses, pas autant, mais en tout cas de regarder et de bien suivre ce week-end de cyclocross. Et c'est ce qu'on a fait tous les deux. Oui. On va parler dans ce nouveau GCN Show. Oui, bah, tu as bien raison, Louis. Hein. Évidemment, j'ai regardé cette magnifique course de cyclocross. Bah, je t'avoue que j'ai quand même beaucoup transpiré en repensant à ce que j'avais dit la veille, tu vois. Et moi qui m'attendais à quand même un duel valable, et ben voilà, hein. Départ, Wout van Aert, 4e ligne, encore pire que ce que je pensais, parce qu'il était 17e. Accrochage au premier virage, bon, pas bien mis en valeur par la télévision, parce qu'on n'a pas vu exactement, mais on sait que ça l'a retardé. À la fin du premier tour, Wout van Aert, 1 minute de retard et basta. Bah, faut dire que pour la télévision, entre Wout qui était pris dans le trafic et Van Der Poel qui était déjà tout seul ou presque devant au bout de quelques mètres hein, finalement, forcément ça a été compliqué. Mais alors, je te le disais en off avant le show, il faut pas confondre suspense et spectacle. Parce que suspense, en tout cas pour le titre, il n'y a pas eu. Ça, c'est sûr. Et en même temps, on s'y attendait, même si on voulait croire le contraire. En revanche, du spectacle, il y en a eu, et surtout, il y en a eu tout le week-end. Je te propose qu'on refasse finalement dans l'ordre du week-end, de ce week-end à Liévin, et ça avait bien commencé pour l'équipe de France. Ça a très très bien démarré avec la Française Louise Revoll, qui a remporté une superbe victoire, mais pas sans panache, et pas sans anecdote. Oui, alors avant ça, il y avait eu la 3e place du relais mixte dès le vendredi, dès le week-end d'ouverture, pour bien se mettre en jambe, même si on regrette peut-être de ne pas avoir vu les tout meilleurs, notamment chez les élites, mais c'est un peu comme ça dans toutes les nations, donc finalement ça équilibre, et puis c'est toujours une médaille pour enclencher la semaine. Et ensuite Lise Revoll, et oui, puisqu'à un tour près, elle n'allait pas gagner, dis donc. Oui, elle s'était fait battre au sprint, mais en même temps, elle avait peut-être prévu de ne pas gagner celui-ci, parce que c'était le sprint de l'avant-dernier tour. Elle ne devait pas comprendre pourquoi sa concurrente tchèque sprintait aussi fort à la cloche finalement. Mais moi je trouve ça dingue qu'en 2025, il y a encore des coureurs qui se trompent, étant donné qu'il y a quand même un panneau lumineux autour de l'arche d'arrivée, avec le nombre de tours restant en haut à gauche. Donc il restait un tour. Alors ce que je te propose, c'est que quand on sera en train de jouer un titre mondial, on reviendra critiquer ceux qui le font réellement. Non mais c'est quand même fou, chaque année on a 2-3 coureurs qui font ça, et c'est frustrant pour eux, clairement. Ah, c'est rageant pour eux, la pauvre. Je ferais mieux. Hein. Non, franchement, en fait, dans le stress, dans le bruit, dans l'excitation, c'est très facile de se tromper. Franchement, on voit même des champions lever les bras trop tôt ou des choses comme ça qui sont des erreurs stupides, et pourtant ça arrive parce que voilà, c'est la course à 1000 à l'heure et pas un GCN Show peinard le lundi ou le mardi. Mais par contre, la pauvre, parce qu'elle s'est crue après le temps de comprendre ce qui se passe. Et si encore tu gagnes le tour d'après. Oui, c'est ça. Bon, par contre, ce qui a été très très sport, c'est qu'elle est venue féliciter la Française après l'arrivée en lui tendant la main, parce que la Française était complètement... pas tout comprendre ce qui se passait. Elle était complètement fatiguée et allongée par terre. Elle est venue l'aider à se relever, et ça, j'ai trouvé ça très très sport. Bon, et on enchaîne sur les autres courses du week-end. Il me semble que tu as découvert une petite anecdote sur la course Espoir, justement. Alors, comme toujours, j'ai le plaisir le lundi de lire la Direct Vélo. Et donc, on retrouve dans l'interview de Léo Bizio, qui était pourtant un des prétendants au titre. C'est ce qu'il dit, il était venu pour gagner et rien d'autre, malgré une saison en demi-teinte, qui d'ailleurs prendra le temps d'analyser. C'est ce qu'il nous dit dans cette interview auprès de nos confrères de Direct Vélo. Mais il a eu un petit accro, retour de karma pour la nation, puisqu'après l'anecdote bien heureuse finalement pour Lise Revoll, évidemment, on a eu cette fois un petit accrochage. Alors là, c'est tout à fait étonnant, et j'aurais aimé voir l'action en live, puisqu'il s'est trompé, alors pas lui, mais ses mécanos, tu sais, à chaque tour, on passe devant le poste de dépannage, et si besoin, on change de vélo. Il y a même deux postes. Il y a même, en fait, il y a un poste, et aux 2 passages, tu peux changer de vélo. Et il se trouve que, il a pris le vélo, enfin, on lui a donné du moins le vélo d'un collègue, qui a la même marque de vélo, mais pas la même marque de cale. Donc c'est un problème pour la position, mais ça, c'est pas encore le plus grave, mais c'est surtout que du coup, il pouvait pas caler. En cyclocross, on passe plus de temps avec le vélo sur l'épaule, pas de problème. Du coup, il pouvait pas caler, donc c'est-à-dire pas sauter, pas correctement relancer, pas correctement manier sa machine, tout simplement, plus le temps de comprendre ce qui se passe. Et bon, ça l'a pas aidé. Alors heureusement, il a fait entre guillemets qu'un demi-tour comme ça, puisque au poste d'après, il a pu changer. Mais en tout cas, un petit couac. Alors évidemment, ça ne remet pas en question la valeur du travail des mécanos et du staff, qui eux aussi sont pris dans l'adrénaline de la course. Et évidemment, les erreurs arrivent de tous les côtés, mais en tout cas, voilà, petite anecdote pour le leader de l'équipe de France Espoir. Bon, et moi, en attendant, avant de parler des autres courses, il faut quand même que je constate quelque chose, c'est le public. Déjà, en fait, on a eu énormément de chance sur ce championnat du monde parce qu'il a fait extrêmement beau, bon, très très froid, parce que la piste était gelée jusqu'à l'après-midi. Donc sur les courses qui étaient en fin de matinée, ils avaient une piste gelée. Bon, par contre là,
40 000 spectateurs. Bon, les fumigènes, c'était magnifique pour les photos, mais je suis pas sûr que c'était très bien pour les coureurs, étant donné la proximité du public avec les coureurs. Mais 40 000 personnes pour un cyclocross en France, je trouvais ça exceptionnel et ça, de ce côté-là, félicitations à tout le public qui s'est déplacé. Et à l'organisation, d'avoir organisé une telle épreuve sans accroc pour le coup au niveau de l'organisation, avec ça a été salué par l'ensemble des spectateurs présents. Tu l'as dit, une jauge à 40 000 personnes, plein tous les jours. Des 3 fan zones de 15 000 places. Non, ça rentre pas dans les calculs. Ça doit pas être peut-être 5 000 et ça fait 15 000 en tout. Bref, mes calculs sont pas bons, Kevin. Ah. Mais en tout cas, des championnats magnifiques. En France, il n'y a pas à dire. C'est le quart d'heure chauvin, enfin c'est la minute chauvine. On sait organiser des événements. C'était des Belges qui ont organisé Flanders Classic. Alors Flanders Classic, c'est eux qui viennent avec la télé la veille de la course et qui t'expliquent qu'il faut changer le parcours parce que c'est pas dans le champ de la caméra. Ok, donc si c'est pas eux vraiment qui organisent. Alors c'est plutôt en tout cas j'ai été au club de Besançon qui organise la Coupe du Monde de Besançon. Là c'est vraiment un comité d'organisation qui est lié à un club sur place. Donc en tout cas à Besançon c'est comme ça. Et l'anecdote des caméras c'est réel, ils se décarcassent à trouver un circuit sympa, à l'organiser, à l'entretenir. Et après, tu as la grosse organisation, l'UCI, qui arrive et qui impose ses codes en disant on a besoin de ça, on a besoin de ça. Et donc, il y a des ajustements qui sont faits dans les derniers jours. Donc, chacun organise une partie différente finalement. Mais l'organisation sur place, en tout cas à mon avis, c'est le comité d'organisation de l'événement. Et la billetterie, etc. Et l'organisation et la gestion du public. La diffusion et le côté, pour le coup, international et la valeur de l'événement, là, c'est plutôt UCI, Flanders, etc. Bon. Bref, en tout cas, qui que ce soit, et surtout les bénévoles, parce que ça, ce qui est une certitude, quel que soit le côté qui organise, c'est que ça tient sur les bénévoles. Et donc, en tout cas, un week-end absolument splendide et dont tu as pu profiter, puisqu'on va revenir un peu au sportif quand même. On a eu une belle médaille d'argent chez les juniors. Oui. Avec Soren Bruyère-Joumar qui vient chercher une belle deuxième place derrière le coureur portugais. Donc, ça devait être un beau moment quand même. La médaille à domicile à 16-17 ans. Ça va être un bon moment quand même. Ça lance une carrière. Par contre, après moi j'ai continué mon week-end, j'ai attaqué à regarder la course des femmes. Ah oui, on avait dit qu'il fallait pas la louper celle-là. Honnêtement, je me suis régalé. Je me suis régalé parce que la course était indécise jusqu'au dernier petit talus avant le virage à droite et la ligne droite d'arrivée. Et on a eu en fait une superbe bataille, mais qui était un peu un remake de l'an dernier parce que finalement on a eu exactement le même podium que le championnat du monde de l'an dernier, avec Finn Van Elpel qui remporte le championnat devant Lucinda Brandt et Puk Peters. Ça facilite la vie des pronostiqueurs comme nous, des parieurs, et au moins voilà. C'est ça. Par contre, à mon tour de faire le mec tranquille dans son canapé le lundi, quelle erreur de Lucinda Brandt. Et plutôt quelles erreurs de Lucinda Brandt. En fait, elle a fait, ça se joue en tout cas, le moment vraiment où ça bascule, c'est sur le dernier talus, le dernier virage, à quelques encablures de la ligne d'arrivée, où elle sort le pied, elle perd le. Elle n'arrive pas à reclipser en fait. Et en fait, elle a fait l'erreur plusieurs tours de suite. Et c'est assez fou. Et c'est notre autre confrère Steve Chenel qui disait mais il faut passer de l'autre côté en fait. Oui, totalement. Et elle n'a pas su. Steve Chenel, oui, il connaît quand même. Il connaît son affaire. Et elle n'a pas su réajuster en cours de route. Et c'est dommage. Là encore, c'est frustrant pour elle. C'est frustrant parce que peut-être qu'elle pouvait. Alors peut-être qu'elle était tout simplement à la limite. Elle semblait plus forte. Parce qu'elle était revenue quand même sur la tête. Parce que Finn Van Elpel était parti quand même assez fort. Bon, on note quand même le magnifique départ d'Amandine Fouconnet qui a fait le all shot, comme on dit en motocross, et qui avait viré en tête sur les premiers virages. Mais ça a finalement lancé Finn Van Elpel et Puk Peters. Et on a vu une magnifique course où quand même jusqu'au dernier moment, on ne savait pas qui allait remporter. Donc je me suis spécialement régalé. Eh bien, impeccable pour ce suspense, parce que s'il y a eu du spectacle partout, suspense, on l'a dit, le dimanche, en tout cas pour la course des élites hommes, un peu moins. Non, mais le dimanche, déjà, on a attaqué la journée par savoir que Mathieu Van Der Poel était sponsorisé par Richard Mille, les montres. Oui, donc voilà, il était sûr d'arriver à l'heure. Ouais. Il est arrivé à l'heure, voilà. Avec sa Lamborghini aussi, ouais, c'est ça. Tu vois, parce qu'il est aussi sponsorisé par Lamborghini. Ouais, il y a des beaux sponsors, Mathieu, c'est sûr. Donc, il est arrivé à l'heure dans une voiture de sport. Bon, on n'a pas vu trop d'images ce coup-ci. Non, on a ça qu'on a l'habitude de le voir arriver sur ça fait toujours parler sur les réseaux, son arrivée en voiture de sport, peut-on dire. Ensuite, là, on n'a pas eu le droit, c'est les championnats du monde, on est sérieux, on n'est pas dans il s'est mis du coup sur la ligne de départ, et puis après, ma télé s'est bloquée. Et en fait, c'est resté à peu près pareil. C'était un tour sans fin, c'était toujours le même. C'est ça. Et non, ce qui était. Derrière, il y avait la bagarre. Non, la question, est-ce que le vrai vainqueur n'est pas Thibaut Nice ? Le premier des autres. Le premier des autres. C'est un peu comme Remco quand il dit je suis
je suis le premier des autres. Ouais, Sauf que Remco en fait fait partie des superstars. Donc en fait, il triche un peu quand il dit ça. Mais Thibaut Nils est une superstar, il a fait une saison incroyable, il aura ce titre de champion du monde s'il continue sur cette lancée. Mais voilà, moi écoute, est-ce que la Richard Mille de Mathieu Van Der Poel lui donne son rythme cardiaque, son sommeil et tout? Pas sûr, hein. Parce que avec Mavou, j'ai l'heure et j'ai les infos. Non, mais Mathieu Van Der Poel est aussi sponsorisé par Whoop. Et du coup, il doit avoir un bracelet de chaque côté. Exactement. Ça doit être lourd à force sur les poignets. Il pouvait se casser le poignet. Mais trêve de plaisanterie, par contre, on a vu quand même Wout van Aert qui a fait une excellente course parce qu'au premier tour, il passe avec 1 minute de retard aux alentours de la 20e place. En s'étant accroché sur les barrières, cuissard déchiré, il a même dit qu'il savait pas comment il s'était déchiré le cuissard, tellement c'était la guerre. Et puis finalement, dans le milieu du pack. Il finit 2e. Donc la bataille n'était pas là. On attendait tous un problème mécanique de Mathieu Van Der Poel. Non, si, pour le suspense, en tant que spectateur, tu peux t'attendre à un rebondissement. Sache qu'il y a eu alors il y a 2-3 ans, j'ai lu ça quelque part, un autre championnat du monde avec beaucoup de boue, et donc ça veut dire aussi beaucoup de petits gravillons. Et Mathieu s'était un peu trompé de pression, il avait beaucoup crevé, et je crois que ça lui avait coûté le titre. Et donc là, il a changé de vélo en cours de route en demandant à réajuster la pression pour ne pas reproduire la même erreur. Du coup, il a demandé à réajuster la pression. Et c'est là où on voit qu'en fait, quand on maîtrise sa discipline, surtout le cyclocross, en fait, on fait même pas d'erreur technique, pas d'erreur physique, pas d'erreur matérielle, en fait, parce qu'on est le plus fort. Et voilà, c'est un ensemble de petites choses. Et la technique, les crevaisons, ça vient aussi d'être à fond ou d'être, par exemple, Lucine Dambrand ou quoi, d'être à fond et d'être au-delà de sa limite. Quand on est en maîtrise comme Mathieu, on a le temps de. Ouais, tu me mets un demi-bar de plus, s'il te plaît, sur l'arrière. Bon, du coup, Mathieu, il a quand même réussi à égaler le recordman de titre mondial, qui est Eric de Vlaminck. Et d'ailleurs, je me t'ai trompé lorsque j'ai écrit ce petit show parce que je pensais que c'était Roger de Vlaminck. C'est moi qui t'ai induit en erreur, c'est ce que j'ai dit sur la preview et on m'a repris dans le week-end comme quoi. Mais je pense quand même que Mathieu Van Der Poel a une dent contre cette famille parce que du coup là il vient d'égaler Eric avec 7 titres de champion du monde, donc 2 champions du monde. Du coup on peut être sûr que l'an prochain Van Der Poel sera au départ du champion du monde pour avoir 8 titres de champion du monde, pour être le seul et l'unique. Mais du coup, son frère, Roger de Vlaminck, lui, c'est Monsieur Roubaix. Il fait partie des 3 coureurs qui a gagné les 5 classiques. Et en plus de ça, il a gagné 4 fois Paris-Roubaix. Donc Mathieu Van Der Poel en est à 2. Cette année, il pourrait passer à 3. Et il pourrait potentiellement, dans 2 ans, égaler la famille de Vlaminck. La tâche me semble plus compliquée pour Roubaix que pour le cyclocross. Et à noter, tu en as parlé rapidement, qu'il va être bien embêté par un certain Wout van Aert à mon avis. Parce que Van Aert s'est servi de la saison de cross comme de préparation, ça n'a jamais été un secret. Exactement. Pour la route, on en a parlé et surtout il en a parlé. Mais là, quand on voit son niveau, en étant entre guillemets pas prêt pour ça, moi je trouve ça super prometteur pour la saison de classique pour Wout van Aert parce que il a quand même un niveau qui est incroyable. Il n'a pas préparé le cross autant que Van Der Poel depuis plusieurs saisons, on en a suffisamment parlé. Mais voilà, il a une forme physique. Ce qu'il y a de sûr, c'est que son hiver a été efficace. Et j'ai hâte de voir le Wout version 2025. Je ne serais pas surpris qu'il accroche enfin un autre monument. Et surtout une classique pavée, les Flandres-Roubaix, à son palmarès. Donc voilà, on est le 4 février. Et on est déjà rendez-vous au mi-avril pour faire les comptes. Ouais, et puis on est déjà plein de balles, hein, parce que là, les courses vont s'enchaîner. Vite, ouais. Et d'ailleurs, on a eu ce week-end la reprise des courses d'un jour avec le Grand Prix de la Marseillaise. Et oui, retour des courses en Europe, enfin en France du moins, parce qu'en Europe ça avait commencé déjà en Espagne, avec une victoire qui me fait particulièrement plaisir, puisque c'est un ancien coéquipier, c'est Valentin Ferron qui l'emporte. Après une saison compliquée, il a décidé de changer d'écurie, de passer à la Cofidis, de Total Energy à la Cofidis. Et c'est le moins qu'on puisse dire, c'est que ça lui a fait du bien, parce que c'est une victoire au bout d'un effort collectif impressionnant, et surtout un joli sprint à la Féfé, donc pas surpris de le voir faire ça. À 60 de cadence. Oui, toi, la Féfé, c'est toi qui le connais. Son vélo n'a pas bougé d'un millimètre, il était pile dans l'axe et puis il gagne d'un boyau, la perfection. Ouais. C'était un peu sa spéciale en amateur, des sprints longs en faux plan montant comme ça. Comme tu dis, à 60 de cadence, c'est rien qui bouge. Mais c'est ça. Tu peux venir à sa hauteur peut-être, mais tu ne tiendras pas aussi longtemps. Donc, très content qu'il lance sa saison comme ça et j'espère qu'il va continuer sur sa lancée, bien emmené par un solide Benjamin Thomas. Bien sûr. J'espère aussi va faire une magnifique saison. Mais j'en doute pas, vu le niveau qu'il a lui aussi actuellement. Et du coup, tu t'es réconcilié un peu avec ce maillot Cofidis ? Oui. C'est-à-dire que là, c'est la pédale qui nous réconcilie avec le maillot Cofidis. On dit toujours qu'on règle ses comptes à la pédale. À force, tu vas vraiment l'aimer, hein, ce maillot Cofidis. Écoute, chez moi, on règle nos comptes à la pédale. Bon. Et là, force est de constater que Cofidis mène la danse. C'est ça. On a vu aussi Tom Pidcock prometteur.
Mais oui, en fait, la semaine dernière, du coup, c'était le Alula Tour et il a remporté une étape, l'étape de montagne, 2 étapes. Il a remporté 2 étapes, si je ne m'abuse, et surtout classement général. Et alors surtout parce que on aurait pu dire qu'il n'y a pas un niveau fou parce qu'on connaît peu les garçons qui étaient présents. Il y avait celui qui a fait 3e des Jeux Olympiques de VTT, donc déjà derrière Pidcock. Donc c'est des gros moteurs, mais qu'on connaît peu, donc on pourrait à premier abord se dire que le niveau est moindre. Mais en fait, il a aussi, Tom Pidcock en tout cas, battu ses records perso sur 5 et 10 minutes. C'est ce qu'il a annoncé. Et ça, ça parle de soi-même. Et record perso en watts kilo, hein, pas en watts absolu, enfin les deux, mais du coup, c'est pas parce qu'il a pris 5 kilos, c'est bien parce qu'il est plus fort que ce qu'il ne l'était. Donc là aussi, c'est quand même prometteur, parce qu'en fait, tous les champions s'entraînent un peu dans leur coin à leur manière, mais ça marche. Ils présentent tous des signes de grande forme. Et moi, je pense qu'on va avoir une saison 2025 étincelante. Moi, je croise les doigts pour qu'il n'y ait pas de chute cette année. Hein. Par contre, sur ce Alula Tour, on a vu aussi 2 victoires de Tim Merlier. Et qui présente des signes lui aussi de grande forme. Mais par contre, le sprint qui a particulièrement intéressé, d'ailleurs, c'est le dernier sprint. Et oui, parce que sur la dernière étape remportée par Matteo Moschetti, lui aussi de l'équipe Q36.5, comme Tom Pidcock, on voit d'ailleurs ces équipes entre Tudor et Q36.5 faire des débuts de saison étincelants. Hein. Et il aurait remporté le dernier sprint avec le dernier kilomètre à la moyenne de 88 km/h. Ouais, mais t'es en descente. Je vous laisse 5 minutes pour peu importe. Rappelle-toi que tu as essayé de battre le record du monde du kilomètre pas en descente, et que ça a sur pas le plat. Non, alors je mets quand même une réserve sur le fait qu'il y avait bien 1000 mètres, parce qu'en fait c'est quelqu'un qui a chronométré entre la flamme rouge et l'arrivée, il y avait 40 secondes, soit 88 km/h. Mais dans tous les cas, même s'il y avait 50 mètres en moins, ça fera 85 au lieu de 88. Mais un sprint à une vitesse incroyable. D'ailleurs, on sent les coureurs vachement plus prudents hein, quand ils s'écartent et on sent qu'on a passé une certaine vitesse quand même. Oui, puis la route était quand même parfaitement adaptée à ce sprint. Une ligne droite, un billard, c'est pas de barrière. Large. Ça fait plaisir de voir un sprint aussi beau finalement, avec des aussi belles vitesses et en plus ou moins sécurité pour les coureurs. Bon, dans tous les cas, quand tu roules en peloton à 90 km/h, c'est pas quelque chose. Essayer de faire un sprint dans une descente déjà 90 km/h, il faut une belle catégorie. Même 80. Moi, j'ai vraiment du mal à y arriver. On sait qu'il y a des 75, des vitesses qui sont souvent atteintes en massif. Même 75-80 déjà, il faut quand même se lever tôt. Et pour finir, côté exotique, un peu, en tout cas loin de chez nous et de l'Europe, il y a eu la Cadel Evans Great Ocean Road Race. Un nom immense, mais pour des belles courses qui prennent en ampleur chaque année. Chez les garçons, c'est Mauro Schmidt qui a gagné pour la Jayco Alula devant Aaron Gates. Et ça, c'est rigolo parce que c'est le cours de l'équipe XDS Astana. Astana, il faut savoir qu'ils ont embauché un data analyst pour établir un plan pour cibler les courses où il y a le plus de points UCI. Pour essayer de se sauver. Ils ont 5000 points de retard pour sauver leur place avant le tour, c'est énorme. Mais depuis le début de saison, il n'est pas rare de voir 3 ou 4 coureurs de l'équipe dans les 10 premiers. Parce qu'en fait, ils visent d'avoir plusieurs coureurs qui marquent beaucoup de points plutôt qu'un coureur qui gagne. C'est un débat qu'on pourrait avoir dans un autre show parce que ça fait des stratégies, des courses qui sont un peu différentes, une chasse au point et non pas à la victoire. Mais pour l'instant, ça paye puisque l'équipe Astana est en tête de liste des équipes de la saison, donc sur le mois de janvier. Et force est de constater qu'ils marquent beaucoup de points quand même. Après, il faut que ça tienne la saison. Pas mal. Après, l'avantage aussi, c'est que finalement, pour des plus petites courses, ça permet d'avoir plus d'équipes et plus de coureurs vraiment motivés. Oui, parce que le barème avantage vraiment les courses d'un jour par rapport à des courses par étape. Donc, effectivement, aller faire deuxième d'une course d'un jour, c'est mieux ça que de gagner une étape au Down Under en termes de points, par exemple. Donc, ça pousse à faire ça. Chez les femmes, c'est Ali Wollaston qui, elle aussi, montre une forme tout à fait exceptionnelle en ce début de saison. La néo-zélandaise, la recrue de l'équipe FDJ Suez, qui enchaîne 2 victoires après la victoire au Criterium, la Schwabel Classic juste avant. Donc, voilà, un beau début de saison pour l'équipe FDJ Suez et Ali Wollaston qui a d'ailleurs éclaté la concurrence, si je puis me permettre, ce petit écart sur la Great Ocean Road de Cadel Evans. Et une confirmation également que tu nous avais signalé la semaine dernière quand on parlait de l'équipe Ineos. Oui, avec Jonathan Narvaez qui a remporté une course sur le championnat d'Équateur. Et il confirme, en fait, tout simplement. C'est ça, il confirme ce que tu disais, que le changement d'équipe lui a fait du bien. C'est ça. Donc, on voit pas mal de... Ce qui est rigolo, c'est qu'on voit pas mal d'équipes qui étaient un peu sous-classées en ce début d'année, essayer de faire remonter la barre assez rapidement. On sait aussi que les grosses équipes se réservent aussi sur ce début d'année pour la préparation. Voilà, c'est une bonne équipe quand même. Oui, mais bon.
Non, mais, on a vu ce que je veux dire, c'est que ça laisse l'opportunité à des seconds coups tours d'avoir des belles victoires. On voit un état d'esprit général, comme tu le soulignes très justement, des équipes, comme tu dis, qui visent une place en World Tour à la fin du cycle, et des coureurs soit qui ont changé d'équipe, soit qui doivent, beaucoup qui ont changé d'équipe et qui veulent se relancer ou confirmer, qui sont plus que présents. Ouais. Ça promet pas mal de spectacles et de suspense, et c'est vrai tant chez les femmes que chez les hommes sur les résultats de ce tout début de saison. Donc voilà, le championnat du monde, voilà pour les résultats et ce qu'on peut dire sur la saison. Il y a encore autre chose que j'ai noté sur le championnat du monde de cyclocross, c'est le comité directeur général, je sais pas, en tout cas une réunion de l'UCI qui a annoncé plusieurs mesures. Ok. Notamment un changement des règles de participation aux courses World Tour pour les équipes qui seront concernées. C'est assez compliqué, je vous encourage à aller voir par vous-même parce que on comprend pas tout finalement. Ça va permettre à certaines équipes World Tour de ne pas faire toutes les courses World Tour. Ok, de ne pas être obligé de les faire. Alors, elles seront obligées de faire les 3 grands tours, les 5 monuments. Ok. Et ensuite, elles pourront prendre des jokers une fois par cycle de 3 ans sur certaines courses World Tour. Voilà. Ok. Ça c'est pour les hommes, et pour les femmes, il y avait déjà cette possibilité de ne pas aller à toutes les courses World Tour, tout simplement parce que les effectifs sont un petit peu plus faibles en nombre, et du coup ça permet pas de faire une saison aussi complète forcément. Une équipe World Tour femmes, c'est à peu près 20 coureuses max, et les hommes c'est 30, donc forcément ces 10 coureurs différents, ça permet de faire plus de courses. Elles seront obligées de faire les 3 grands tours, pareil Espagne, Tour de France, Italie. Donc voilà, ça a un petit peu changé de ce côté-là, mais l'information la plus importante, c'est l'interdiction du monoxyde de carbone. Oui. On a parlé, alors plus ou moins, on interdit le monoxyde de carbone comme pour améliorer la performance. On a toujours le droit de s'en servir dans un laboratoire sous contrôle médical pour doser l'hématocrite et toutes les valeurs sanguines. Donc l'usage qui est prévu à la base, finalement. Oui. Simplement, ça avait dévié parce que quand on achète une machine à 60 ou 80 000 euros, c'est pas juste pour voir si ça marche bien le stage d'altitude. Les coureurs s'en servaient en complément de l'altitude pour augmenter l'effet hypoxique et augmenter du coup les effets qu'ils ont sur leur corps et l'augmentation du volume sanguin. Okay. Cette utilisation-là est désormais interdite par l'UCI. Ok, donc en fait, s'ils veulent diminuer le taux d'oxygène, ils iront tout simplement à la montagne. Et puisqu'ils faisaient déjà, en fait, ils faisaient les deux en même temps. Ouais. La grosse interrogation qui se pose, c'est on attend que l'Agence mondiale antidopage fasse de même, c'est-à-dire interdise ça pour tous les sports et que du coup ce soit indépendant du vélo, que ce soit une instance indépendante qui puisse contrôler tout ça. Parce que c'est aussi pour la santé du coureur. Le monoxyde de carbone, on rappelle, c'est les gaz qui n'ont pas brûlé, c'est les gaz d'échappement, c'est voilà. Donc c'est quand même pas très sain. C'est pas très sain. Et le principe de l'antidopage, normalement, c'est de prendre soin de la santé des coureurs. C'est un des 3 piliers de la lutte antidopage. Donc là, on est clairement en plein dedans et qu'il faut que la MA réagisse. La grosse interrogation qu'on a, c'est comment on va pouvoir contrôler ça. Parce qu'il n'y a aucun moyen de savoir comment le volume sanguin, le taux d'hématocrite a été augmenté, si c'est juste le fait d'être en altitude, ce qui est tout à fait... Ils vont finir par envoyer un commissaire toute l'année avec l'équipe. Et puis... je ne sais pas comment ils ont prévu de faire ça, mais en tout cas, voilà, c'est l'interrogation qu'on se pose, mais on ne peut que saluer cette mesure faite pour l'équipe sportive par rapport aux équipes qui ne peuvent pas se permettre d'acheter cette technologie. Et surtout pour la santé des coureurs. Surtout pour la santé des coureurs qui est assez important. Ça ne sert à rien de râler parce qu'il y a trop de chutes, si c'est pour prendre du monoxyde de carbone derrière. En termes de santé, si on est coureur, ça sert à rien de se dire on va se blesser, mais si derrière c'est pour respirer des gaz d'échappement... Pas terrible. En tout cas, un endroit où on ne va pas respirer de gaz d'échappement, c'est mercredi à 19h30. Vous avez toujours le GCN Ride animé par un présentateur GCN international. Donc c'est sur Zwift, mercredi à 19h30, comme tous les mercredis. Et on rappelle que vous aurez le droit à la tenue GCN, le nouveau kit, et ça quand même c'est super classe. Et qu'en plus on peut rouler chacun à son allure mais rester ensemble. Oui, parce que le groupe est majeur du cyclisme virtuel. Compact. On aurait dû faire ça, je pense, à la France de Zwift où j'ai pris le bouillon. On aurait dû rester tous ensemble. Chacun son effort, mais tous ensemble. Bon, on espère que ce show GCN vous a plu. Nous, on se retrouve mardi prochain pour le prochain GCN Show. Ah mais non, mardi prochain, tu seras tout seul. Moi, je suis pas là. Et oui, parce que toi, tu seras. Moi, je serai en train de faire une petite course de vélo là dans l'Atlas marocain. Annonce les chiffres. 1300 km pour 23 000 de dénivelé en le moins de temps possible. Voilà. Au Maroc en traversant l'Atlas. C'est quelque chose. Et ils annoncent de la neige, je vais peut-être prendre des skis. Ils annoncent de la neige et la canicule dans le désert. Normalement, c'est comme ça que ça se passe. C'est ça. Mais écoute, on te souhaite un bon courage, Max. Et puis, on ne manquera pas de penser à toi pendant qu'on sera comme là, sur notre chaise, en train de dire que quand même, ils auraient pu forcer un peu les coureurs. Je t'enverrai une petite vidéo, Louis. Allez, ça marche. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao.